Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce webinaire organisé par Digital Frontier Institute. Nous sommes particulièrement ravis de vous savoir toujours aussi nombreux pour participer au webinaire en français organisé par Digital Frontier Institute. Alors, le thème de la discussion que nous aurons ce jour portera sur la transformation digitale dans le secteur de la microfinance et nous verrons également les leçons que nous pouvons tirer des 2 années marquées par le contexte particulier de la COVID-19. Alors, avant de démarrer ce webinaire, j'aimerais quand même partager 2 informations importantes à l'attention des participants et des participantes. D'abord, indiquer qu'il s'agit du tout dernier webinaire en français au cours de l'année 2021. Donc, nous aurons le plaisir de vous retrouver en 2022 pour la suite de nos webinaires. Ensuite, la deuxième information que je voudrais porter à la connaissance de nos participants et des participantes, c'est que Digital Frontier Institute et l'Alliance des associations professionnelles de la finance digitale organise les 23 et 24 novembre prochains le premier sommet en ligne Pathway to 17, dont la finalité est de mettre en évidence l'importance du développement des capacités pour soutenir la réalisation des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies d'ici l'année 2030. Donc, ce premier sommet Pathway to 17, il sera axé sur le thème « Promouvoir des économies inclusives et équitables » et il abordera 4 domaines thématiques, la finance numérique inclusive, les économies numériques inclusives, la supervision et la réglementation financière inclusive et l'égalité des sexes, l'égalité des genres. Les inscriptions sont gratuites, elles sont ouvertes et au cours de la séance, nous allons partager avec vous le lien pour pouvoir vous inscrire. Alors, juste pour rappeler un peu le thème de ce jour, le thème de ce jour portera sur, comme je le disais tantôt, sur la transformation digitale dans le secteur de la microfinance et nous ferons également un point des leçons que nous pouvons tirer des 2 années marquées par le contexte de la COVID. Donc, pour débattre sur ce thème, nous avons invité pour vous 3 dirigeants d'associations professionnelles d'institutions de microfinance, ou SFD, comme on le dit beaucoup plus couramment ici en Afrique de l'Ouest. Donc, 3 dirigeants d'institutions de microfinance ou de systèmes financiers décentralisés d'Afrique. Et nous avons également le directeur général d'une institution de microfinance au Sénégal, donc, qui va nous rejoindre tout à l'heure. Je crois qu'il a quelques soucis de connexion, mais nous allons essayer de l'assister pour qu'il puisse nous rejoindre. Donc, nous aurons quelques questions à poser à nos panélistes. Nous chercherons par exemple à savoir quels sont les défis actuels du secteur de la microfinance en Afrique, comment le digital adresse-t-il ces défis, comment les institutions de microfinance ou les systèmes financiers décentralisés se préparent à la digitalisation, comment les régulateurs et les décideurs politiques peuvent-ils accompagner la transformation digitale des institutions de microfinance. Alors, pour mener cette discussion, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Ignace Dovi, qui est le directeur exécutif de l'APSFD, entendez, Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Bénin, autrement encore appelé le consortium ALAFIA. Monsieur Dovi, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur Locosti. Merci. Alors, nous avons également sur ce webinaire monsieur Ange Ketor. Monsieur Ketor, qui est directeur exécutif de l'APSFD, donc l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Togo. Monsieur Ketor, soyez le bienvenu. Merci à monsieur Locosti. Merci de nous avoir associés à ce webinaire. Je pense que ce sera l'occasion pour nous de partager et d'apprendre surtout. Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci, merci. Donc, sur ce webinaire, nous aurons également monsieur Mamadou Lamine Gueye, qui est directeur général de Cori Microfinance, donc une très grande institution de microfinance au Sénégal. Je suis très heureux de savoir que monsieur Gueye a pu nous rejoindre. Donc, je précise également… Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur Gueye, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. J'avais quelques ennuis techniques là, mais ça va maintenant. Ça arrive. Je précise également que M. Gueye a été le président de l'association professionnelle des SFD du Sénégal. Donc là, nous avons un panel qui est très garni. Donc, les discussions, je peux vous promettre qu'elles seront fortement enrichissantes, très, très intéressantes. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, donc de lancer la discussion,
j'aimerais rappeler quelques consignes à l'attention de nos participants. D'abord, indiquer que ce webinaire sera enregistré et publié sur le site de Digital Frontier Institute et également sur YouTube. Alors, nous aurons également la discussion. Elle durera en tout 1 heure. Nous aurons 1 heure de discussion et nous allons prévoir environ 15 minutes, voilà, pour répondre aux questions des participants. Et à ce titre, j'aimerais inviter les participants, lorsque vous posez vos questions, que vous nous adressez vos questions déjà via le chat box et que chaque fois que vous le faites, que vous puissiez nous indiquer vos noms, prénoms, ainsi que votre adresse email, de façon à ce qu'au cas où nous n'arrivions pas à répondre à l'ensemble des questions pendant la durée de la discussion, pendant la durée du webinaire, que nous puissions vous adresser des réponses par écrit. Donc, sans plus tarder, nous allons lancer la discussion. Donc, nous allons déjà faire un point sur les défis, une sorte d'état des lieux, donc faire le point des défis du secteur de la microfinance en Afrique. Et j'aimerais me tourner vers M. Dovi, donc de l'APSF du Bénin, l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Bénin, donc le consortium ALAFIA, déjà pour nous dire aujourd'hui, nous faire un petit état des lieux du secteur de la microfinance au Bénin. Donc, comment le secteur de la microfinance se porte-t-il au Bénin et quels étaient surtout les défis que rencontrait ce secteur avant le début de la pandémie de la COVID-19. Monsieur Dovi, vous avez la parole. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Lokossi. Je tiens également à remercier tous les participants et merci encore une fois pour l'honneur que vous nous faites en nous associant à ce webinaire. Alors, comment se porte le secteur de la microfinance au Bénin? Je dirais que ce secteur se porte globalement bien. C'est un secteur qui fait son petit bonhomme de chemin. Malgré les difficultés qu'il rencontre, les indicateurs progressent. Par exemple, l'encours de crédit augmente d'année en année. Nous sommes pratiquement à 200 milliards d'encours de crédit au 31 décembre 2020. L'encours des dépôts également augmente. Nous sommes à plus de 135 milliards déjà d'encours de dépôt. Le nombre de clients également augmente. Et quoi de mieux? Mais toutefois, il y a des défis. Et avant Covid, les principaux challenges étaient essentiellement l'amélioration de la gouvernance ou du système de gouvernance dans son ensemble, la transformation digitale des structures de microfinance pour pouvoir vraiment accroître leur contribution à l'inclusion financière et pour rivaliser un peu avec les OTM sur les opérations de transfert d'argent. Nous avons également l'augmentation de la contribution des systèmes financiers décentralisés à l'inclusion financière, l'éducation financière de la clientèle, notamment de la population, pour l'adoption par cette dernière des comportements financiers responsables. En résumé, toutes choses nécessaires pour améliorer le quotidien donc des personnes vulnérables ici au Bénin. C'était ça essentiellement les défis des structures de microfinance avant la pandémie de COVID-19. Je vous remercie. Merci, M. Dovi. Alors, je vais me tourner maintenant vers M. Gay. Justement, on va se livrer au même exercice. On aimerait bien avoir une idée de l'état du secteur de la microfinance. Vous avez été quand même président de l'association professionnelle des SFD, donc vous êtes quand même bien indiqué, bien qu'étant directeur général aujourd'hui de Pori Microfinance, vous êtes bien indiqué pour pouvoir nous décrire un tout petit peu le secteur de la microfinance au Sénégal et aussi les défis qu'il rencontre et surtout, en fait, surtout les défis qu'il rencontrait avant la période de la pandémie de la COVID-19. Merci, M. Gay. Voilà, je vous remercie, Maxime. Je voudrais, avant de rentrer dans le sujet, aussi saluer mes co-panélistes, Ignace, qui est un ami, et Ange aussi. Donc, pour leur dire tout le plaisir que j'ai à me retrouver autour d'une table ce matin pour parler donc du secteur de la microfinance en Afrique en général et de la digitalisation en particulier. Alors, comme vient de l'énoncer tout à l'heure notre ami donc Ignace, au Sénégal, avant Covid, la microfinance était vraiment sur une pente ascendante.
avec une évolution positive au niveau de l'encours de crédit, au niveau de l'épargne, au niveau même du produit net bancaire, si on peut l'appeler ainsi. Alors, vraiment, tous les indicateurs évoluaient de manière assez intéressante, assez positive. Maintenant, malgré cela, il y avait encore un problème, un défi important pour nous, c'était un peu la qualité globale du portefeuille de crédit, c'est-à-dire la gestion des impayés qui posait quelques problèmes, notamment dans certaines grandes institutions. Alors, il y avait aussi le défi de la digitalisation. Aujourd'hui, les plus grandes institutions de microfinance au Sénégal n'ont pas encore vraiment réalisé leur transformation digitale à un niveau satisfaisant, et nous y reviendrons tout à l'heure. Et je crois que dans l'environnement actuel, que ce soit local, national, international, je crois que toute institution qui ne s'engage pas dans cette dynamique de digitalisation risque d'être laissée très loin en rade par rapport à l'évolution future du secteur de la microfinance en particulier et du secteur financier en général. Alors voilà donc très schématiquement une situation qui était assez reluisante avant Covid-19. Aujourd'hui, on y reviendra avec Covid-19. Beaucoup de problèmes ont surgi. Certains ont été aggravés. Et on aura l'occasion, en tout cas, d'y revenir assez largement. Voilà un peu la situation qui se présente devant nous. Et ça nous a amené à réfléchir sur des alternatives pour pouvoir s'adapter à la nouvelle situation qui est en face de nous. Et c'est justement toute la pertinence du sujet que vous avez posé sur la table ce matin. Je vous remercie. Merci, M. Gay. Je crois qu'on aura le temps de revenir longuement justement sur ces défis. Et puisque, bon, Digital Frontier se concentre essentiellement sur le domaine de la finance digitale, on verra tout à l'heure comment le digital apporte une réponse à ces défis. Il est vrai, quand vous évoquez, par exemple, des questions liées à la qualité des portefeuilles qui dataient d'avant la COVID, je crois quand même qu'il y a des solutions aujourd'hui que nous allons sans doute développer, puisque au moins à travers des solutions digitales, on pourrait améliorer quand même la qualité de l'information, donc des prises de décision qui permettent d'optimiser l'octroi de crédit. Mais de toute façon, on reviendra tout à l'heure sur ces éléments. Merci, M. Gay, merci également à M. Dovi. J'aimerais maintenant me tourner vers M. Ketor, justement pour nous donner un peu une idée. Voilà, on sait maintenant un peu ce qui s'est passé au niveau du Bénin. Est-ce qu'au niveau du Togo, le tableau se présente hautement au niveau du secteur de la microfinance? Monsieur Ketor, vous avez la parole. Merci. Monsieur Ketor, vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît. Il semble que votre micro est encore fermé. Merci. C'est bon maintenant. Alors, merci à M. Lok aussi. Et heureux de partager le panel avec Lamine. Lamine, ça fait 4 ans, hein? Oui. Bonjour, Ange. Bonjour, Lamine. Et bonjour à Ignace également. Je pense que le tableau tel qu'il est peint par Lamine et Ignace est le même au Togo. Avant la COVID, le secteur était sur une pente ascendante. Et même en pleine COVID, on a eu l'agrément d'une société de microfinance, Cofina, qui s'est installée au Togo en février passé, qui fait porter le nombre d'institutions à 77. Parmi les 77, vous avez 2 associations et 3 sociétés anonymes. Le reste, c'est les coopératives et les mutuelles. Alors, l'encours d'épargne, j'ai les chiffres au 30 juin, est à 225 milliards, contre un encours de crédit de plus de 185 milliards. Le nombre de clients est à 3 300 000 pour 8 millions de Togolais. Donc, je m'amuse en disant que la microfinance est dans toutes les familles du Togo. Si on considère que derrière chaque compte, il y a 3 à 6 personnes. Donc, en termes de défis,
moi, je focalise l'attention sur la gouvernance parce que notre secteur a cru à un certain moment, ici à partir de 2004-2005, les indicateurs se sont multipliés par 2 par endroit. La FUSET, qui est le pivot du secteur en ce moment, était à 20 milliards de dépôts. Avant la mise en œuvre d'une première stratégie, la FUSET s'est retrouvée à plus de 30 milliards au bout de 4-5 ans. Donc, les agrégats se sont multipliés, mais les outils de pilotage, les hommes qui sont autour au nom de la mutualité et de la démocratie n'ont pas grandi comme les indicateurs ont cru. Ce qui fait qu'il y a un déficit au niveau de la gouvernance. Et j'ai un grand frère, un aîné qui dit certains administrateurs ne sont plus des administrateurs, c'est des admirateurs. Ils admirent les DG parce qu'ils n'ont pas le gabarit nécessaire pour accompagner le développement des institutions. Donc, fondamentalement, il y a un souci de gouvernance qui fait prendre l'allure de roiteler à certains dirigeants. Ils deviennent des souverains parce que au nom de la démocratie, il faut que des gens qui n'ont pas un certain profil puissent accompagner ces structures. Lamine a parlé de la qualité du portefeuille. Le paradoxe sur place, c'est qu'on a connu un secteur dégradé littéralement, mais bizarrement, en plein Covid, les agrégats globaux se sont améliorés en termes de qualité du portefeuille. Même si aujourd'hui, ce n'est pas respecté, nous sommes autour de 7% de qualité de portefeuille au 30 juin. Paradoxe. Paradoxe. Mais Covid nous a amené à nous réinventer. On faisait les choses d'une certaine manière, avec une liberté sur les budgets, avec un regard moins strict de l'autorité. Mais maintenant, chez nous, on rencontre l'autorité chaque mois. Nous avons un comité où il faut amener les chiffres devant le ministre chaque mois pour qu'il voit si les choses évoluent. Entre-temps, nous avons demandé des ressources, mais nous n'avons pas pu prouver qu'on avait réellement besoin de ressources parce que nos données n'étaient pas fiables. Nos membres évoquent les questions de SIG, mais à voir de près, les soucis étaient ailleurs. Donc, on a compris avec Covid que nos systèmes d'information n'étaient pas au point pour sortir les informations en temps réel. On produisait les informations pour les SFDAT 44 chaque mois pour l'autorité, mais maintenant l'autorité dit chaque 10 du mois, donnez-moi les informations. C'est là où on a vu ceux qui sont capables de produire les informations à temps et on a mis les éditeurs autour d'une table depuis 2 mois pour travailler sur les informations que l'autorité demande. Et je crois que ça a évolué un peu, ils ont pris conscience. Donc, en gros, le grand défi, c'est la qualité du portefeuille qui est fortement liée à la qualité de la gouvernance parce qu'il y a des gestionnaires de portefeuille qui commandent par témoigner qu'il y a des crédits qui sont influencés. Donc, voilà ce que je peux dire pour l'instant par rapport à ce que Lamine et Ignace ont avancé. Merci beaucoup. Merci, M. Ketor. J'aime bien l'expression que vous utilisez quand vous dites qu'il y a des crédits qui sont influencés. Et je pense que le digital, justement, a un potentiel pour faire en sorte que les crédits ne soient plus influencés et que les décisions soient prises uniquement sur la base de critères très, très objectifs. Voilà, donc quand on laisse la décision aux robots, les robots ne se laissent pas influencer. Vous me direz le contraire si je me trompe tout à l'heure. J'aimerais maintenant me tourner vers M. Dovy pour qu'il puisse nous dire aujourd'hui comment vous pouvez juger la préparation des SFD béninoises à la digitalisation. Est-ce qu'elles ont pris le train de la digitalisation? Et je pose vraiment la question par rapport à cette question liée aux performances des systèmes d'information, des institutions de microfinance. Est-ce que vous pensez qu'elles ont vraiment pris le train de la digitalisation? Oui, je crois qu'en matière donc de préparation des SFD à la digitalisation, je dirais que tout est fait.
Tout est fait parce qu'il y a eu beaucoup d'actions de renforcement des capacités. Qu'est-ce que c'est que la finance digitale? Quels sont les modèles d'affaires? Comment on peut organiser et réussir un processus de transformation digitale? Donc, les SFD ont eu beaucoup de formations, beaucoup de formations sur ce que c'est que la finance digitale et comment s'engager et réussir le processus de transformation digitale. Mais on constate que leur engouement à pouvoir vraiment réaliser la digitalisation est encore un peu timide. Mais cela s'explique par ce que mes prédécesseurs on vient de dire. Cela s'explique par le fait qu'au niveau donc, des systèmes d'information, il y a encore des défaillances, des faiblesses qui ne sont pas encore corrigées. Et également l'interconnexion des différentes agences ou points de service des structures n'est pas encore effective pour la majorité des structures de microfinance. Donc, on peut dire que les SFD ont pris le train de la révolution digitale en marche, par contrainte aussi de la concurrence que les nouveaux acteurs sur le marché de l'inclusion financière livrent au SFD. Et je veux parler notamment des opérateurs de mobile money, les opérateurs de la téléphonie mobile. Et les actions qui ont été faites par l'association professionnelle, à savoir le renforcement des capacités, même également la création d'une plateforme de finance digitale mutualisée, sont en train de produire, disons, beaucoup plus un peu timidement leurs résultats. S'il n'y avait pas eu cette concurrence que les OTM ont eu à livrer sur les opérations de transfert d'argent au SFD, il y a certains SFD qui piétineraient encore le pas et qui n'auraient pas encore de stratégie aujourd'hui pour s'engager véritablement dans une transformation digitale. Notre plateforme de finance digitale mutualisée, nous l'avons développée avec une firme marocaine appelée HPS. Et aujourd'hui, il n'y a pas encore un engouement à pouvoir se mettre sur cette plateforme pour manque de moyens. Parce qu'il faut aussi souligner que les SFD ont été aussi trop habitués à de la subvention. Et compte tenu aujourd'hui que le secteur n'a plus tellement de partenaires, il n'y a plus tellement de bailleurs de fonds, il n'y a plus tellement d'apporteurs de capitaux pour assister financièrement les SFD à pouvoir vraiment adopter les nouvelles technologies comme support des services financiers, les choses se réalisent timidement, vraiment timidement. Parce que les systèmes d'information qui sont adoptés malgré leurs faiblesses, les gens continuent de les utiliser parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir les remplacer. L'interconnexion, malgré les options qui se présentent, les gens mettent beaucoup plus l'accent sur les coûts qui constituent toujours pour ces derniers un blocage. Or, cette plateforme qui est une solution intégrée peut vraiment les aider à remplacer leur système d'information pour avoir un système d'information capable de les accompagner dans la production à bonne date des informations, telles que Ange l'a souligné tout à l'heure. C'est un système qui peut aider les SFD à produire au jour le jour l'information. Mais comment enlever l'ancien et le remplacer par le nouveau? Surtout que pour certains, l'ancien date de 2 ans, l'ancien date de 3 ans, donc ce n'est pas encore suffisamment amorti. Donc, on voit un peu toutes les dépenses engagées pour avoir ce système que nous qualifions aujourd'hui d'ancien et qui ne répond pas. Et on se dit, il sera difficile d'aller vers le conseil d'administration pour dire, écoutez, nous allons remplacer ce que nous avons acquis il y a 2 ans ou 3 ans par un autre système et il faut payer. Donc, le fait qu'il n'y a pas un bailleur derrière, ça fait que l'engouement est encore un peu mitigé, malgré les options qui existent aujourd'hui en matière donc, de monétique et de mobile money. Donc, la transformation digitale est en route, mais pour insuffisance de moyens, les SFD ne s'y engagent pas véritablement. Merci, M. Dovy. Sans doute que je referai un tour de table par rapport à cette question de moyens, parce que vous avez évoqué, par exemple, l'intervention de bailleurs qui,
au moment où ces bailleurs, au moment où ils se font un peu plus rares, la migration des systèmes d'information a beaucoup plus de mal à pouvoir évoluer. Moi, je me posais la question si dans les plans stratégiques, les plans de développement de ces institutions de microfinance, il n'y a pas moyen à penser à, d'une certaine façon, à utiliser des ressources propres, des ressources générées par l'activité pour financer sur le long terme, parce que de toute façon, on sait que c'est des dépenses, en fait, qui doivent permettre de mettre le système d'information à niveau et permettre de pouvoir développer les offres. On pourra peut-être revenir sur cette question tout à l'heure, mais avant d'y revenir, j'aimerais quand même qu'on partage l'expérience de Cori Microfinance avec M. Gay, qui a été appuyé dans le cadre d'un projet, le PAMIGA. C'est vrai que le PAMIGA a également appuyé ici un projet au Bénin. Voilà, donc j'aimerais quand même que Monsieur Gay, que vous puissiez partager avec nous, pardon, l'expérience que vous avez eue avec le PAMIGA et comment ça vous a permis de pouvoir développer de nouvelles offres, notamment des offres digitales au Sénégal là-bas. Merci beaucoup. Alors, je voudrais d'abord préciser que notre entrée dans la transformation digitale était énoncée déjà dans notre plan stratégique de 2015-2019 comme un objectif stratégique majeur donc lequel il fallait adresser. Alors, dans cette stratégie, il y avait 3 étapes. Il y avait une première étape qui pour nous était pour régler des besoins internes, une recherche d'efficacité. J'y reviendrai tout à l'heure. Une deuxième étape donc de digitalisation qui est un peu une réponse au marché. Réponse au marché, donc réponse à la demande de notre clientèle. Et une troisième étape que je qualifierais donc d'une entrée résolue vraiment dans le processus d'inclusion financière. Je vais être plus clair tout à l'heure. Alors, la première étape a démarré depuis 2015, les réflexions, l'élaboration des documents, etc. Et à partir de 2016, nous avons démarré un peu la recherche de partenariats. Dovi l'a dit tout à l'heure, ça coûte quand même un peu cher. Et il fallait réaliser un certain nombre de prérequis. Il fallait être dans un certain nombre de dispositions techniques, notamment avoir une infrastructure informatique suffisamment robuste pour pouvoir aller vraiment dans cette digitalisation. Et en 2016, nous n'avons pas commencé avec PAMIGA, mais nous avons commencé avec UNCDF, qui nous a accompagnés dans une première étape. Excusez-moi, nous avons démarré avec PAMIGA dans une première étape, mais nous avons aussi obtenu un appui précieux de UNCDF plus tard et à la suite aussi par Kiva Microphone. Alors, de quoi s'est-il agi dans cette première étape? De faire face à un besoin interne et d'être plus efficace. Vous savez, nous travaillons avec des grands groupes de femmes, ce qu'on appelle chez nous nos bancs villageois, nos fameux bancs villageois, avec une moyenne de 50-60 femmes. Alors, qui se réunissent mensuellement sous la supervision d'un agent de crédit qui, lui, quand il partait sur le terrain, il partait avec une liasse de papier, avec toute la liste, et toutes les opérations étaient inscrites manuellement par cet agent de crédit. Ces réunions étaient longues, duraient au moins 4 heures de temps. Il y avait des erreurs, c'était fastidieux. Et ce qui se passe, il fait toute une réunion toute la matinée, mais il revient l'après-midi pour refaire la saisie sur son ordinateur. C'est ça. Toute la journée. Il fait la réunion le matin, l'après-midi, il vient pour faire les saisies. Vous voyez tout ça, la fatigue, les risques d'erreur et toute l'énergie qui est dépensée. Donc, nous avons dit, il faut qu'on soit plus efficace. L'idée, c'était quoi? Est-ce qu'il y a un moyen donc d'arriver à digitaliser ces opérations sur le terrain? On a dit oui, et c'est dans ce cadre-là que PAMIGA nous a accompagnés avec une phase pilote. On a commencé avec notre fournisseur de solutions aussi, qui est donc une firme togolaise, Kajekfi, que vous devez connaître certainement, avec sa solution Perfect. Et nous avons développé une solution, donc Android,
qui nous permet sur une tablette de rassembler toutes les opérations que l'agent de crédit auparavant faisait à la main. Et cette tablette, donc, qui a une carte SIM, a une connexion Internet, est directement interconnectée avec notre serveur, donc, qui est au niveau du siège. Ce qui fait que l'agent de crédit, il part le matin, là où il faisait ses 4 heures ou 5 heures de temps de réunion, il fait maintenant 1h30, au maximum 2 heures de temps, et retourner au bureau, il n'a plus rien à faire. Parce que toute l'information est directement donc, téléchargée, en tout cas reliée au niveau du serveur. Il vient juste pour classer, garder quelque part sa tablette et pour revenir le lendemain travailler. Donc, vous voyez tout de suite ce qu'on a fait comme économie en termes de papier, d'encre, de photocopieuse, d'imprimante, etc. L'agent de crédit, il est moins fatigué, il y a moins d'erreurs, mais surtout, il y a moins de fraude parce qu'on ne peut plus manipuler les chiffres. Exact. Voilà. Et il y a une traçabilité aussi, il y a une traçabilité de chaque opération. Alors ça, c'était le pari pour nous le plus important et nous l'avons réussi. Aujourd'hui, nous avons plus de 130 agents de crédit et chaque agent de crédit est équipé donc, de sa tablette avec laquelle il descend sur le terrain, il fait toutes les opérations de retrait, de versement, de remboursement de crédit et c'est directement connecté sur le serveur. Et même là où il n'y a pas Internet, il a la capacité de travailler en offline et arriver au bureau dès le moment qu'il a la connexion, donc le système peut télécharger. Alors ça, c'était vraiment un besoin interne qui a été réglé et qui nous a rendu plus efficaces avec moins de charges. Et avec juste toujours l'accompagnement donc de ces partenaires que j'ai cités, UNCDF, PAMIGA, Kiva, nous sommes allés plus loin. Nous avons dit maintenant, il faut qu'on réponde au marché. C'est ce que j'ai appelé la réponse au marché. C'est que nos femmes nous disent, mais nous, il nous arrive parfois de disposer de l'argent. Mais pour pouvoir verser à Cori, il nous faut attendre 1 mois parce que c'est des réunions mensuelles. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'entre 2 réunions, que nous puissions faire nos versements dans la plus grande sécurité? Mais il y a aussi des clients individuels chez nous qui représentent 10 à 15% de notre portefeuille qui nous disent, mais vous n'avez pas beaucoup de points de service. Et nous, on a du mal parfois à nous déplacer parce que nous sommes que dans les chefs-lieux de région en général. Comme les régions administratives sont très vastes, pour venir faire les versements, c'est tout un problème. Et ça nous a poussé à réfléchir sur notre projet Banque to Wallet qui a été lancé justement en 2020 et qui est devenu très opérationnel partout dans le monde, j'allais dire. Parce que la semaine dernière, j'étais à Kigali. De Kigali, j'ai utilisé ce service. De quoi il s'agit? De quoi il s'agit? Donc, nous avons relié le compte Cori Microfinance avec le portefeuille de monnaie électronique Orange. Ça, c'est une étape, mais on va évoluer vers d'autres émetteurs de monnaie électronique. Alors, ce qui fait que moi, de mon portefeuille de monnaie électronique Orange, je peux envoyer de l'argent pour verser, par exemple, ou rembourser sur mon compte Cori, mais je peux aussi prendre de l'argent, prélever de l'argent sur mon compte à Cori pour le mettre dans mon portefeuille de monnaie électronique. Partout où je suis dans le monde entier, dès que j'ai la possibilité de faire le dièse 144 dièse. Mais aussi, ce qui est intéressant, on peut consulter le solde de son compte à Cori et même faire le relevé des 5 dernières opérations. Tout à fait. Alors ça, vraiment, c'est un projet terminé, généralisé, donc qui est à l'échelle aujourd'hui. Alors la troisième étape maintenant que j'ai appelée l'étape de l'inclusion, vraiment, c'est que Cori veut parachever sa transformation digitale. D'abord, nous avons lancé 2 projets intéressants, importants, et même 3. C'est la collecte mobile. La collecte mobile, il s'agit donc de recrutement de prestataires, de jeunes étudiants, ressortissants, qu'on forme et qui descendent sur les marchés avec leur POS ou leur TPE et qui descendent sur le marché, qui peuvent ouvrir un compte pour un client, recevoir des versements, etc. Mais il ne peut pas payer il ne peut pas assurer des retraits d'argent.
Alors, c'est un système sur lequel, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, qui a démarré il y a 3 mois et qui marche très bien. L'autre aspect sur lequel nous sommes aujourd'hui, c'est le réseau d'agents tiers, où on les appelle les réseaux d'agents partenaires, pour montrer que c'est un processus de partenariat gagnant-gagnant, où l'agent qui va être recruté, l'opérateur sur le terrain, va nous représenter. Il pourra faire l'essentiel des opérations en direction de la clientèle. Et enfin, nous sommes parmi, je crois, 2 institutions de microfinance qui ont été sélectionnées dans l'important projet d'interopérabilité de la Banque centrale et qui a pris beaucoup de retard. Mais heureusement, ce projet a été accéléré ces dernières semaines et il nous revient que même ils veulent lancer, en tout cas les premières opérations à partir de janvier 2022. Alors, Cori a été sélectionné. Et de quoi il s'agit? C'est un peu permettre à nos institutions de microfinance de pouvoir accéder aux moyens de paiement électronique de l'UEMOA, c'est-à-dire et de rentrer résolument dans la monétique. Aujourd'hui, à la fin de ce projet, Cori sera capable, en tout cas, d'émettre ses propres cartes prépayées, ses cartes de débit, et même si elle le désire, installer ses propres guichets automatiques de distribution, guichets de billets automatiques, les distributeurs automatiques de billets. Alors, pour voir qu'aujourd'hui, la microfinance ne doit pas être observée comme le parent pauvre faible ou le maillon faible du secteur financier global, mais la microfinance doit résolument s'engager dans ce secteur financier global et montrer toutes ses compétences avec toutes les expériences que nous avons capitalisées au cours de ces 30 dernières années. Mais on ne peut plus permettre qu'on nous observe comme des gens qui ne sont pas efficaces, comme des gens qui n'ont pas de vision, des gens qui ne sont pas organisés, des gens qui ont des problèmes de gouvernance. Il faut qu'on dépasse les admirateurs pour avoir vraiment de vrais administrateurs, parce qu'avec la nouvelle réglementation qui se pointe à l'horizon, justement, il y a des critères clairs qui sont définis par cette nouvelle loi qui va venir, j'espère, très bientôt. En tout cas, nous avons les premières versions de cette nouvelle loi qui va mettre des critères de choix de ces administrateurs-là, qui doivent avoir de la compétence, de la probité morale et beaucoup de critères qui ont été listés, mais aussi de l'expertise surtout. Donc, voilà un peu ce que je voulais apporter comme contribution pour dire qu'en tout cas, cette digitalisation, ce n'est pas un choix, c'est une exigence. Si on veut rester dans le secteur financier global et si on veut faire des performances, mais on est obligé, il n'y a pas un choix à faire. Maintenant, ça demande des prérequis extrêmement importants. C'est justement l'obtention d'une infrastructure informatique suffisamment robuste, suffisamment solide pour pouvoir y passer. Orange n'aurait accepté une interconnexion de sa grosse machine Orange avec l'infrastructure de Cori Microfinance si Orange avait constaté qu'il y a des faiblesses importantes. Alors tout cela, c'est des enjeux de quoi il faut partir par le bas. Et je salue cette initiative donc, de APSFD Bénin en mettant en place une plateforme mutualisée. Au Sénégal, nous sommes dans la même logique avec l'APSFD Sénégal. Et c'est mardi prochain, donc c'est le 2, que la plateforme donc, mutualisée de mobile banking sera lancée officiellement à Dakar. Et ce qui est intéressant ici, les institutions de microfinance n'auront rien à payer. Okay. Contrairement aux coûts qui ont été évoqués par Ignace, ici, les institutions de microfinance n'auront rien à payer. Il y a un certain nombre juste de prérequis techniques pour lesquels elles seront accompagnées. Et une fois qu'ils rentrent dedans, le fournisseur de cette plateforme, en tout cas, va se faire payer sur des commissions. Plus tard, sur des opérations, sur des commissions. Alors ça, peut-être, on pourra aller dans le détail plus tard. Voilà, je vous remercie. Je ne veux pas être trop long sur ce sujet. Voilà, merci beaucoup. Très bien. Merci, M. Gay. Je vais juste relayer une réaction dans
dans le chat box de M. Abrahaman Kossi qui dit que c'est très intéressant et je me joins à lui. Et peut-être je vais rester avec vous avant tout à l'heure de me tourner encore, de retourner vers monsieur Dovi. Donc, tout à l'heure, vous avez évoqué aujourd'hui une plateforme qui est en train de se mettre en place, en tout cas qui sera lancée, une plateforme mutualisée qui sera lancée la semaine prochaine au niveau du Sénégal. Et vous avez évoqué très brièvement des prérequis. Je voudrais savoir, est-ce qu'il sera fait obligation à toutes les institutions de microfinance qui vont aller sur cette plateforme d'assurer d'abord l'interconnexion de toutes leurs agences avant d'aller sur cette plateforme? Parce que c'est souvent un défi. Vous allez pas voir certaines institutions de microfinance, ou je dirais certains SFD, qui interconnectent peut-être 2, 3, 4 agences ou points de service. Et voilà, on fait du bank to wallet avec cela. Est-ce que cette plateforme mutualisée fera obligation à ces SFD d'interconnecter à la base de données centrale tous leurs points de service? Alors, je ne vais pas répondre à la place de l'opérateur, mais je dirais bien évidemment. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, nous avions déjà depuis plusieurs années un CTI, un centre de traitement informatique, qui permettait déjà de mutualiser pour les petites institutions qui n'avaient pas les moyens d'avoir leur propre système d'information de gestion, passe par le CTI qui a fonctionné et dans lequel APSFD a été un acteur important dans la mise en place de ce CTI. Je sais que même avec ce programme d'interopérabilité par la BCAO, lancé par la BCAO, probablement pour ces petites institutions, il faudra passer par ce centre de traitement informatique qui, du coup, règle ce problème d'interconnexion. Maintenant, il y a d'autres institutions de dimension beaucoup plus modeste et je pense que pour ces institutions, nécessairement, ce que j'ai appelé ces prérequis techniques, il faut qu'on règle l'infrastructure parce que si on ne règle pas cette question de l'interconnexion, mais on ne peut rien faire. Regardez, par exemple, nous, on permet maintenant, on a un guichet unique, c'est-à-dire un client de Cori peut verser partout dans le réseau, mais il peut faire des retraits partout dans le réseau. Mais s'il n'y a pas d'interconnexion, mais bonjour les dégâts, parce qu'il n'y a pas une mise à jour en temps réel, donc des soldes des différents comptes des clients. Alors, je dirais oui, nécessairement, il faudra cela. C'est pourquoi je dis forcément, il faudra un accompagnement des toutes petites institutions, en tout cas des institutions de dimension modeste, pour relever un peu leur plateau technique. Sinon, on ne peut pas malheureusement avancer sur ce projet-là. Merci, merci, M. Gay. Je vais retourner vers M. Dovi, parce que tout à l'heure, M. Dovi avait évoqué cette plateforme mutualisée, et peut-être que j'ai mal compris, vous me rectifierez si c'est nécessaire. J'ai compris que l'engouement était un peu faible pour adhérer à cette plateforme. Je voudrais savoir si ma compréhension est bonne. Est-ce que dans cette période, dans ce contexte Covid, est-ce qu'il n'y avait pas plutôt raison pour des SFD qui n'ont pas nécessairement les moyens de pouvoir mettre en place, de pouvoir mettre à jour leur SIB, est-ce qu'il n'y avait pas plutôt, il ne devrait pas avoir un plus grand intérêt pour la plateforme mutualisée que vous êtes en train de mettre en place au niveau de l'APSFD, Consortium Alafia Bénin? Ok, oui, je vous remercie pour la question. Il n'y a pas eu cet engouement parce que l'intégration d'un SFD sur la plateforme est payante. C'est pourquoi. Elle est payante, elle n'est pas gratuite, puisque c'est nous n'avons pas au Bénin un CTI. Donc, chaque SFD se débattait avec son système d'information qui ne leur facilitait pas la réalisation de l'interconnexion. Donc, pour réaliser l'interconnexion, il faut faire appel à un autre prestataire et les charges étaient un peu élevées. Alors, à l'avènement de la plateforme mutualisée, la plateforme réglait déjà deux problèmes, en plus de l'opportunité de la finance digitale. Le premier problème, c'était le remplacement des systèmes d'information des SFD, puisque c'est une plateforme qui intègre un système d'information. Le second problème, c'est une plateforme qui permettait en même temps l'interconnexion des points de service.
Donc, les SFD qui avaient des difficultés sur le site, qui avaient des difficultés sur l'interconnexion, trouvaient à travers cette plateforme une solution, la meilleure d'ailleurs. Et enfin, toujours sur cette plateforme, la transformation digitale est aussi facilitée. Donc, l'intégration n'est pas gratuite pour cette plateforme. Donc, ce qui a fait que, bon, les structures sont hésitantes puisque avec Covid, les moyens sont assez faibles parce qu'il faut aussi gérer déjà les contaminations au niveau donc, du portefeuille. Donc, les moyens sont faibles. Des prévisions budgétaires subséquentes n'étaient pas faites auparavant. Donc, beaucoup d'institutions ont pris la résolution de faire des prévisions budgétaires à partir de 2022 pour pouvoir vraiment se mettre sur cette plateforme. Mais en 2021, là maintenant, non, rien n'est fait. Donc, comme aussi il n'y a pas de partenaire qui accompagne, c'est probablement l'année prochaine qu'en se basant sur les prévisions budgétaires qui seront déjà faites, que plusieurs SFD vont se mettre sur cette plateforme. Donc, l'engouement n'y est pas compte tenu du fait que cela est payant et ensuite, les prévisions budgétaires pour 2021 n'étaient pas établies par ces SFD. Merci, M. Dovi. Je vais maintenant me tourner vers M. Kétor pour qu'il puisse nous donner une idée sur l'appropriation que se font les SFD togolaises. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que les SFD togolaises s'approprient le digital? Bon, tout au moins, j'ai noté tout à l'heure qu'il y a une fintech, Kajekfi, togolaise, voilà, qui a fourni une solution à Cori Microfinance au Sénégal. Bon, ça, c'est un prestataire c'est beaucoup plus une fintech, mais j'aimerais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du secteur de la microfinance, il y a une appropriation de solutions digitales proposées par des entreprises telles que Kajekfi, donc qui encouragerait la digitalisation au Togo? Allô? Oui, M. Kétor, nous recevons. Allô? M. Kétor, nous vous recevons. OK. Merci beaucoup, cher Maxime. J'ai de l'envie positive pour Ignace Lamine. Je vous envie positivement, chers amis, parce qu'au Togo, on a dépassé l'étape de l'information. Tout le monde sait que la digitalisation est une question existentielle. Maintenant, à un moment donné, il y avait aussi la question de la peur de l'inconnu. Parce qu'on a vécu une période où on était au manuel, semi-manuel, etc. Et le digital, qu'est-ce que c'est? Les gens ont peur de ça. Ignace a parlé de comment les institutions étaient allaitées durant beaucoup d'années en subvention. Maintenant, cette habitude-là, la peau dure, et les institutions attendent que quelqu'un vienne donner le déclic. Un partenaire vienne donner le déclic. Alors, le déclic ne vient pas, mais les fintechs sont en train de talonner. Il y a plein d'initiatives, les OTM sont en train de prendre le marché. Et donc, les plus courageux, les plus audacieux se sont jetés à l'eau. Il n'y a pas une plateforme mutualisée. Les plus courageux d'entre les institutions se sont jetés à l'eau, mais n'ont pas fait tout le process. Ils ont juste développé des produits financiers digitaux. Et en termes d'investissement, dans un webinaire qu'on a fait la semaine dernière sur la même question, les gens ont avancé le chiffre de 30 millions. 30 millions qui étaient pris en charge par un partenaire à 70%. Mais ici, on a pris l'initiative d'avoir les éditeurs avec nous, qui sont d'accord de faire le travail et d'être payés ou d'amortir le budget sur 7 ans, par exemple. Il y a cette facilité qui est offerte aux institutions. Mais je pense que les gens hésitent toujours. Mais ce à quoi on pense, peut-être à partir de la semaine prochaine, c'est de les prendre par petits groupes de 2, 3 DG avec les éditeurs pour les convaincre à y aller.
au niveau de l'État, il y a des annonces sur la digitalisation, mais qui ne viennent pas. Et la nouvelle loi qui arrive est plus stricte que ce qu'on a actuellement. Et je pense que, comme on le dit déjà aux institutions, soit vous allez vers la digitalisation ou vous périssez. Et donc, voilà le travail qu'on est en train de faire. On n'a pas de subvention, on n'a pas d'appui de partenaires, mais nous comptons sur les moyens des institutions pour y aller parce que c'est existentiel, la digitalisation. Voilà ce que je peux apporter, Maxime, tout en réitérant mes envies positives pour Ignace et Lamine. Merci, Ange. Merci, M. Kétor. Je crois que nous sommes en train tout doucement d'aller vers la fin de cette discussion. Mais avant de terminer la première partie, donc la discussion est passée maintenant aux questions de nos participants. On va s'intéresser maintenant au rôle des acteurs. Je veux parler notamment des régulateurs et des décideurs. Donc, j'entends pas les décideurs politiques. On va s'intéresser à leur rôle dans l'accompagnement de la transformation digitale des institutions de microfinance ou systèmes financiers décentralisés. Et là, j'aimerais me tourner vers M. Dovy pour lui demander aujourd'hui quels sont les nouveaux risques qui sont induits par la transformation digitale des SFD. Oui, il y a une transformation digitale, donc forcément à côté de cela, ça vient également avec des risques, donc comment les adresser. Et on verra aussi comment les banques centrales, Monsieur Dovy nous dira comment les banques centrales ou également les décideurs politiques peuvent justement encadrer ces innovations digitales qui désormais nous permettront de pouvoir utiliser des services financiers via des canaux digitaux. Merci. Oui, merci beaucoup, Maxime. Alors, par rapport au risque, je mettrai l'accent d'abord sur la non-maîtrise de la nouvelle technologie. Mais chemin faisant, je crois que cela peut être corrigé. Et les risques qui seront les plus prééminents, ça doit être les risques de fraude et surtout de cybersécurité. Parce que en favorisant l'accès à distance des services financiers grâce aux nouvelles technologies, si le dispositif technologique n'est pas assez protégé, assez sécurisé, je crois qu'on aura beaucoup d'ennuis. Mais également, au vu de l'expérience passée, je crois qu'au niveau donc, de certains SFD, il manque de vision des fois. Il manque de vision et notamment de précision des besoins. Monsieur Lamine Gueye a beaucoup parlé de la prise en compte des doléances de la clientèle pour pouvoir vraiment améliorer ce qui est en train d'être fait. Et je le félicite beaucoup plus pour cela. Pour ici au Bénin, après toutes les formations et consorts, beaucoup ne savent pas encore quels sont vraiment les besoins. Et quand on veut parler de besoins, c'est surtout les besoins des dirigeants, pas les besoins de la clientèle, ce qui est vraiment une erreur. Il va falloir que, pour qu'on ne se lance pas dans quelque chose qui ne va pas vraiment aboutir, que les gens tiennent compte des besoins de la clientèle. Et je crois qu'aujourd'hui, les clients veulent avoir accès à distance aux services financiers. Alors, les banques centrales pourraient vraiment encadrer efficacement les SFD dans leur processus de transformation digitale en favorisant l'interopérabilité des services financiers numériques et aussi en définissant une réglementation pour les produits digitaux de seconde génération. Parce qu'en aval, les SFD doivent offrir les services financiers numériques. En amont, les banques centrales doivent favoriser l'interopérabilité. Et c'est en réalisant l'interopérabilité que les banques centrales peuvent encourager la concurrence aidant les SFD à finaliser leur processus de transformation digitale qui déjà dure trop longtemps. Et sur le cadre réglementaire, je crois que nous, notre banque centrale, n'encourageait pas, je dis n'encourageait pas les produits digitaux de seconde génération et également les informations qui nous parviennent récemment du Kenya, c'est que les portefeuilles à risque des prêts digitaux sont en train déjà de dépasser les 50%. L'on peut donc donner raison à notre banque centrale. Mais toutefois, il faut souligner qu'au Kenya, le mobile money n'est pas offert par les professionnels de la finance.
Donc, c'est certainement la raison pour laquelle les parts sont au-delà de 50%. Donc, comme enseignement, je crois qu'il faut que chacun fasse son métier et qu'on laisse les finances aux professionnels agréés pour que les parts aient toutes les chances d'être meilleures. Donc, la Banque centrale peut vraiment définir un cadre qui va permettre au SFD de passer aux produits de seconde génération parce que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est un piétinement en quelque sorte, puisque c'est les clients qui sont déjà inclus financièrement, c'est à ces clients que nous proposons les nouveaux canaux de distribution des services. Nous ne faisons pas encore suffisamment l'agency banking pour pouvoir gagner de nouveaux clients afin de lever le taux d'inclusion financière. C'est beaucoup plus les OTM grâce aux opérations de mobile money qui touchent plus de nouveaux clients. Donc, le wallet aujourd'hui, quand on le propose, c'est pour les clients qui sont déjà dans nos portefeuilles pour que cette dernière ait accès à distance au service. Il va falloir que la Banque centrale, grâce à une réglementation sur les produits de nouvelle génération, de nouveaux clients soient vraiment intéressés parce que le crédit peut beaucoup plus attirer. Donc, les nouveaux clients soient intéressés à intégrer déjà le système donc, de microfinance. Et tel que je l'ai dit, il va falloir que le processus qui est déjà en place d'interopérabilité des services financiers soit effectif. Monsieur Lamine vient de dire que ça a beaucoup avancé, donc en janvier, ça va être lancé. Il y a des SFD, notamment 2 ici au Bénin, qui sont déjà dans le système, qui proposent déjà le wallet. Et je crois que si vraiment les services financiers sont interopérables, beaucoup de clients, pourquoi pas, hors à l'heure actuelle du système de l'inclusion financière vont vraiment adhérer. Donc, voilà ma petite réponse par rapport à la contribution que peut être celle des banques centrales dans le processus de transformation digitale. Merci, M. Dovy. J'ai noté un commentaire vraiment poignant. Vous avez dit, nous faisons un piétinement. Ce sont les clients qui sont actuellement dans le système à qui nous donnons la possibilité d'accéder aux services maintenant par des canaux digitaux. C'est vraiment quelque chose de fort. C'est un point d'attention, un point de vigilance qu'il nous faudra vraiment observer. Et vous avez évoqué également quelque chose qui ne permet pas de pouvoir étendre les services à l'ensemble des clients, c'est l'agency banking. L'agency banking pour laquelle nous n'avons pas encore une réglementation. Et peut-être là, j'aimerais me tourner maintenant vers monsieur Gay. Alors, on voit par exemple ce cas de l'agency banking pour laquelle nous n'avons pas aujourd'hui un cadre réglementaire qui est défini. Là, j'aimerais me tourner vers vous, monsieur Gay, pour nous dire quelles sont selon vous les innovations réglementaires qui seraient nécessaires afin justement de pouvoir accompagner les institutions de microfinance qui aujourd'hui, on sait, ce sont réellement elles qui ont le plus grand nombre de clients, en tout cas juste après les OTM, mais aujourd'hui les OTM proposent essentiellement des services de paiement. Donc le crédit, l'accès au crédit, est le premier prestataire de crédit, c'est d'abord les institutions de microfinance. Donc quelles sont les innovations réglementaires qui peuvent être apportées par les régulateurs afin justement de pouvoir booster l'offre par exemple, l'offre de crédit numérique, afin de booster aussi des produits, de pouvoir développer des produits comme de l'épargne digitale, etc. Merci. Ouais. Alors, je confirme ce que tu viens de dire. Rien qu'au Sénégal, c'est 3 500 000 donc, clients membres au niveau de nos institutions de microfinance. Si vous rapportez ça sur la population active, vous voyez le pourcentage. Au même moment, les banques se partagent autour de 1 million de clients. La microfinance, c'est 3 500 000, plus de 400 milliards d'encours de crédit au Sénégal, ce qui veut dire, et c'est 10% donc, du PIB du pays. Donc, pour dire que la microfinance, comme tu l'as si bien dit, occupe une place importante et cette place, je crois que aussi va se consolider dans les années à venir. Alors, vous savez, je crois que c'est Ignace qui l'a dit, il a dit un moment que la BCEAO n'autorisait pas certaines activités, certaines opérations. Mais je crois que depuis quelque temps, nous avons vu vraiment une évolution très positive, une meilleure compréhension de la Banque centrale vis-à-vis du secteur de la microfinance et une ouverture
C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, mais j'ai parlé du projet d'interopérabilité. La BCEAO s'est rendu compte qu'il y a des institutions de microfinance qui occupent ce qu'on appelle les articles 44, qui presque dans tous les pays représentent 90 à 95% de l'activité microfinance. Et parmi ces institutions, il y en a qui sont solides, en tout cas sur le plan de la gouvernance, qui sont solides sur le plan financier, de l'équilibre donc de la structure financière, qui sont solides sur bien des considérations et qui peuvent entrer résolument et de plein pied dans tout le secteur d'inclusion financière. Parce que inclusion financière signifie qu'on puisse présenter un menu, une palette, un menu de produits et de services à tous les acteurs et quelle que soit l'échelle, le niveau auquel ces acteurs-là puissent se trouver. Contrairement à Ignace, on ne va plus se limiter à nos propres clients qui disposent d'un compte. Mais on peut même servir d'autres qui n'ont pas de compte quand on parle de cartes prépayées. Mais on n'a pas besoin parfois d'avoir un compte pour avoir une carte prépayée qu'on peut charger au niveau des guichets ou des agents partenaires et qu'on peut utiliser quand on voyage pour aller sur un distributeur automatique de billets pour faire ses retraits. Alors que celui-là ne dispose même pas de compte chez nous. Alors, donc, c'est à ce niveau-là que je dirais, donc, Maxime, que les évolutions sont connues. C'est-à-dire, on ne peut plus limiter la microfinance sur l'épargne, le crédit, l'engagement par signature. Mais il est avéré que maintenant, la microfinance doit faire, est capable d'abord, la microfinance est capable de faire tout ce que le secteur bancaire faisait auparavant. Et j'ai dit heureusement que c'est la Banque centrale qui a pris même cette initiative de dire, mais il faut qu'on ouvre pour les institutions qui ont cette capacité technique, managériale, de pouvoir entrer donc résolument dans ce projet d'interopérabilité. Et justement, la Banque centrale aussi permet aujourd'hui d'initier un projet, de l'exécuter et par la suite de faire des évaluations avec elle. On ne peut plus vous dire, oui, vous n'allez pas faire le réseau d'agents parce qu'il n'y a pas de réglementation, mais on vous dit, faites. Et il faut nous rendre compte des évolutions et plus tard, parce que les règlements viennent toujours après la pratique. Ça ne peut pas être l'inverse. En général, on laisse les gens aller. Au départ, la microfinance n'était pas réglementée. Et ça, quand ça prend du volume, et ça commence à prendre de l'importance que les autorités monétaires et étatiques s'y intéressent et commencent à écrire des réglementations. Mais aujourd'hui, la Banque centrale n'est plus dans les dispositions de dire arrêtez ce que vous faites parce que ce n'est pas bon. La Banque centrale est à l'écoute et à la disposition pour apprendre ensemble et à la fin, écrire ensemble une réglementation. Donc, il y a des ouvertures, les évolutions sont connues, la microfinance va rentrer dans la monétique, la microfinance sera capable donc de faire du crédit digital, ça a commencé, etc., etc. Donc, moi, en ce qui me concerne, je n'ai plus de crainte par rapport à la réglementation. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, je vais dire, j'ai beaucoup de crainte. Mais aujourd'hui, compte tenu de ce que nous vivons avec nos partenaires de la Banque centrale, je n'ai plus de crainte par rapport à ça, en tout cas pour dire qu'il y a une belle ouverture. Et justement, Maxime, Covid a beaucoup joué sur ça. Covid a des aspects positifs parce que, figurez-vous, c'est en pleine crise. Je crois en juin 2020 que nous avons lancé notre banque wallet avec la participation de la Banque centrale, alors qu'un an au préalable, on se battait pour avoir le OK de la Banque centrale. Mais quand Covid est arrivé, hein, donc ils ont même encouragé les institutions à développer des alternatives pour éviter le contact direct avec leurs clients. Et c'est ça qui a motivé, en tout cas, qu'on nous a ouvert les vannes, qu'on nous a demandé allez-y, qu'on a dit allez-y, et nous nous sommes lancés. Et je pense qu'avec les leçons apprises de Covid, qui vont motiver beaucoup d'autres initiatives dans l'avenir. Et il faut qu'on se prépare. Nous qui faisons les groupes de 50 femmes qui se réunissent pendant 1 heure ou 2 heures, nous savons déjà
que dans 5 ans, ça ne sera plus possible. Les clients n'ont plus envie de venir se regrouper dans un endroit pendant 2 heures ou 3 heures pour faire des versements, pour faire des retraits. Il faut l'oublier. Et je suis en atelier au moment où je vous parle justement, qui regroupe l'ensemble des cadres de la direction de Cori. Et cette question a été discutée. Nous sommes en train de dire, dans quelques années, nos groupes-là, il faut qu'on les aime bien, mais on ne pourra plus continuer à les conserver. Parce qu'elles vont partir. Elles vont recevoir du crédit digital de 50 000 qu'on leur donne. Et les regrouper pendant 6 mois, mais elles n'en auront plus besoin. Donc, on s'adapte, on disparaît, comme Ange l'a dit si bien, on s'adapte à la réalité du terrain ou bien on disparaît. Donc, en parlant, vous voyez que c'est un sujet qui me passionne trop, mais en tout cas, par rapport à la réglementation, n'ayons pas de crainte. La Banque centrale est dans les bonnes dispositions, mais prenons les devants, n'attendons pas que les choses tombent sur notre tête pour réagir. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Gueye. Là, j'aimerais me tourner vers M. Ketor. Est-ce que vous avez le même sentiment par rapport à cette, on va dire, à cette disponibilité de la Banque centrale de pouvoir justement mettre en place un cadre réglementaire qui favoriserait l'introduction de nouveaux produits? Est-ce que vous avez le même sentiment que M. Gueye? Et aussi, est-ce que vous pensez qu'il faille d'autres innovations réglementaires comme celle évoquée par M. Dovy concernant l'agency banking, comme celle évoquée par M. Gueye à travers, disons, des textes qui permettraient de pouvoir proposer du crédit digital, de l'épargne digitale? Merci, M. Ketor. Merci beaucoup. Je pense que la BCAO que moi j'ai connue en 1998 n'est pas la BCAO que je vois en 2021. La BCAO, nous, on n'avait pas le courage de frôler la grille de la BCAO. Mais maintenant, nous sommes dans des groupes de travail avec la BCAO pratiquement toutes les semaines. Et en termes de réglementation, Lamine et Ignace ont parlé du projet d'interopérabilité. Entre-temps, il y avait une réflexion sur une réglementation concernant les fintech. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. On en discutait avec l'arrivée de la COVID et on a dû se rabattre. Mais je sais que ça continue parce que les dernières semaines de l'inclusion financière sont revenues sur place sur la question. Et nous avons animé avec la Banque centrale des conférences au niveau de l'université chez nous, où les fintech étaient présents, ont même fait des communications. Ça veut dire que la BCAO est consciente que c'est le seul chemin qui mène vers la prospérité. Soit on le fait ou on périt. Donc, la BCAO, à mon avis, fait preuve d'esprit d'ouverture ces derniers temps par rapport à l'ouverture numérique ou digitale. Je partage vraiment ce point de vue de Lamine et de... Maintenant, la réglementation est évolutive. Peut-être qu'on n'a pas encore adopté la réglementation. Je ne sais quand on va l'adopter. Et la COVID, c'est une opportunité. Moi, je ne pense pas que la COVID soit... La COVID, pour moi, je dis toujours à mes membres, la COVID doit être prise comme une opportunité. Opportunité pour nous améliorer nous-mêmes et opportunité pour l'autorité de réglementation de mettre les tests qui nous permettent d'avancer, pas les tests qui nous circonscrivent, qui nous maintiennent dans notre zone de confort. Je pense que c'est bon et l'ouverture actuelle de la BCAO est vraiment à saluer. Je ne sais pas si je suis attendu sur la question des appréhensions des institutions comme Ignace l'a évoqué. Je vous en prie, allez-y. Pardon? Je vous en prie, allez-y. Oui, les risques, il a évoqué le problème de, je crois que c'est Lamine qui a parlé de vision. Mais j'étais étonné la dernière fois qu'un responsable de structure, lors d'un webinaire, demande s'il faut intégrer la digitalisation dans le plan d'affaires. Donc, ça veut dire que sur place, les gens ne savent pas encore, certains ne savent pas que c'est le seul chemin pour exister.
Ils pensent qu'il y a un salut qui va arriver. Donc, le problème de vision est là. Le problème de gouvernance et le problème de compétence, est là. Dans le chat, j'ai vu quelqu'un parle de KYC. On fait les choses derrière le client. On fait les choses, on décide les choses dans les bureaux entre direction générale et administrateur sans se soucier des clients. Il faut qu'on regarde l'aspect client. Nous avons souscrit aux principes de protection des clients qui sont reprises à quelque part dans notre réglementation, mais on peine à associer les clients pour que les produits soient élaborés de commun accord et qu'ils soient acceptés par tous. Je pense que c'est un des risques, c'est le problème de compétence, le problème de vision, et il y a le problème de moyens et les appréhensions, etc. Mais fondamentalement, il y a une question de vision, comme Lamine le dit. Merci beaucoup. Merci à vous, chers panélistes. Je crois que nous avons déjà fait pratiquement 1 heure de discussion. Nous allons recevoir les questions. Et Dieu sait que nous en avons reçu dans le chat box. On va quand même essayer de consacrer une dizaine de minutes. Donc, j'aimerais commencer par une question de M. Virgile Tofodi qui est adressée à M. Dovi. Alors, il dit, est-ce que vous ne pensez pas que les coûts d'intégration, voilà, que les coûts d'intégration peuvent être dissimulés? Oh là là, quelque chose se passe sur mon écran là. Voilà. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que les coûts d'intégration peuvent être dissimulés dans un modèle de revenu sharing au lieu d'un paiement de gros montants comme ticket d'entrée? Oui, hein, je le remercie pour la question qui est totalement pertinente. Oui, ça peut être dissimulé. Hein, ça peut être vraiment dissimulé dans les coûts d'exploitation sous forme de revenu sharing, et tel que M. Lamine Gueye l'a dit tout à l'heure par rapport à leur plateforme mutualisée. Les SFD n'auront rien à payer au Sénégal. C'est sur l'utilisation de la plateforme par le biais donc des commissions que l'opérateur sera rémunéré. Mais ici au Bénin, nous, on n'a pas, disons que nous avons fait un choix mixte. Hein, nous avons fait un choix mixte parce que nous, notre plateforme, c'est une plateforme intégrée, donc qui comporte un système d'information en plus du système monétique. Donc, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits au départ et on voudrait aussi un engagement de la part des SFD. Il ne faut pas que plusieurs SFD se mettent sur cette plateforme dans un objectif, pourquoi pas, de l'abandonner par la suite. D'accord? Donc, on veut vraiment au départ un engagement. Donc, c'est pourquoi il y a un minimum à payer pour s'intégrer hein, sur cette plateforme. Un chemin faisant maintenant, il y a des frais d'exploitation qu'il faut payer. Donc, c'est vraiment un minimum. Hein, c'est vraiment un minimum compte tenu donc, des investissements très importants qui ont été faits. Ce n'est pas qu'on cherche à récupérer les investissements qui ont été faits. Non, c'est un engagement de la part donc, du SFD qui est vraiment attendu pour que vraiment, chemin faisant, tout se déroule bien. Donc, la chose est possible, mais ici, avec notre opérateur, nous avons fait un choix d'un paiement de droit d'entrée et ensuite, maintenant, l'essentiel va se passer sur l'exploitation donc de la plateforme. Merci, M. Dovi. Alors, j'ai encore une question de M. Virgile Tofodi qui avait déjà été frôlée par M. Ketor, mais je la pose cette fois-ci à M. Gueye. Il dit, en plus de la question de la couverture Internet, de l'interconnexion de sites et de la plateforme mutualisée, est-ce que vous ne pensez pas que l'un des problèmes majeurs qui mine la qualité du portefeuille, c'est la qualité du KYC et que font les microfinances pour apporter une réponse à ce problème? Je vais laisser la parole à M. Gueye. Oui, je crois que la question, elle est pertinente. Mais justement, les questions d'interconnexion, les questions de prérequis techniques, je crois que ce n'est pas ça qui est le déterminant par rapport à la qualité du portefeuille. On peut avoir les plus belles infrastructures,
mais avoir aussi la qualité la moindre en termes de qualité du portefeuille. Ce qui veut dire, effectivement, je suis d'accord avec lui, que la connaissance, la bonne connaissance du client est un facteur extrêmement important dans le dénouement du crédit. Parce que si on ne maîtrise pas les informations du client sur le client, ce qu'on appelle chez nous l'asymétrie d'information, mais il y a un problème. Et justement, nous, on insiste beaucoup avec nos agents de crédit sur une connaissance du client. Il ne s'agit pas de dire le client maîtrise son activité, par exemple, d'aviculture, mais il faut connaître le client, dans quel environnement il est, quel est son passé en termes de crédit, voilà, quel est son marché. Parce qu'on peut maîtriser une activité d'aviculture, produire, mais ne pas pouvoir vendre, par exemple. Alors, tout cela, pour moi, est contenu dans ce terme de KYC, hein, donc connaissance de sa clientèle, mais ne pas se limiter juste à dire, oui, il habite tel endroit, il maîtrise, il a déjà fait 10 années d'aviculture, mais ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est tout l'environnement intégré, le marché, la concurrence, etc. Le prix de revente qu'on peut obtenir dans ce marché-là. Alors, c'est tout cela ensemble. Donc, je suis parfaitement d'accord que si on rate cette étape de connaissance de son client, mais connaissance, j'ai dit sens large, comme je viens de le décrire, on peut avoir des difficultés, des ennuis au moment du remboursement. Merci. Merci à vous. J'ai une question d'un participant. Excusez-moi, j'ai un peu du mal à lire le nom. Mais en fait, il revient sur un point qu'a évoqué M. Ketor, qui disait dans son développement que les chiffres se sont curieusement améliorés pendant la période de la COVID. Les performances des institutions de microfinance se sont curieusement améliorées. Est-ce que vous pouvez peut-être développer ce point un peu plus, M. Ketor? Merci beaucoup. Ce qu'il y a, c'est les chiffres globaux, c'est des chiffres agrégés et c'est des données comptables. Donc, c'est possible que comptablement, ce soit amélioré. Mais si on ne prend pas institution, on trouve que la dégradation est toujours présente. C'est juste un arbre qui cache la forêt. Donc, ces chiffres-là peuvent cacher la dégradation. Donc, voilà un peu comment il faut voir la chose. Dans la foulée, globalement, ça s'est amélioré, mais ça ne veut pas dire que, parce que c'est comme Lamine le disait, c'est 2-3 institutions qui font 80% du secteur. Si ça s'améliore sur 2 ou 3 institutions sur les 77, ça veut dire que globalement, ça s'est amélioré. Mais si on prend en termes de répartition géographique, le problème est toujours là. Donc, la curiosité, c'est à ce niveau qu'il faut voir la curiosité. Merci. Merci, M. Ketor. Là, maintenant, j'ai une question de Jules Eda qui est adressée à M. Dovi. Alors, il dit, avec l'avènement de cette plateforme mutualisée, quel sera le sort de ce que fait une microfinance dans laquelle il évolue au Bénin? Quel sera le sort du produit Bank to Wallet que produit cette institution de microfinance? S'agira-t-il d'investir à nouveau ou tout simplement de s'interconnecter avec la nouvelle plateforme? Oui, hein? Je le remercie pour la pertinence de la question. Il s'agira vraiment de s'interconnecter à cette nouvelle plateforme pour proposer en plus donc, du wallet, les cartes de débit, les cartes de retrait sur les GAB des banques comme les GAB que les SFD auront à installer. Mais comme on le dit, il faut nécessairement débourser quelque chose pour pouvoir vraiment s'intégrer à cette plateforme parce que cette plateforme va vous permettre d'offrir de nouveaux services à vos clients et de toucher de nouveaux clients, hein, et de toucher vraiment, d'imparter de nouvelles personnes et, qui vont vous permettre de faire des valeurs, de faire de la richesse, de créer de la richesse. Donc, et puis, c'est une solution. Elle coûte
l'intégration pour le moment, elle n'est pas gratuite. Certes, en tant qu'APSFD, nous continuons de faire le lobbying auprès donc, de nos partenaires. Et il y a un dont je ne veux pas citer le nom qui a déjà accepté évaluer d'abord cette plateforme mutualisée pour voir comment est-ce qu'elle peut répondre à ses attentes. Et si vraiment elle répondait à ces attentes d'accroissement du niveau d'inclusion financière au Bénin en étendant les services financiers des SFD dans les milieux beaucoup plus reculés, mais que lui, il va accompagner les SFD à pouvoir vraiment se mettre sur cette plateforme. Donc, l'évaluation va bientôt commencer. On espère vraiment qu'elle sera positive. Et ce me faisant, compte tenu donc de la taille de ce partenaire qui n'est pas du tout à négliger, puisque c'est un acteur mondial, un accompagnement sera donné au SFD pour que les SFD puissent se mettre sur cette plateforme, puissent renforcer leurs capacités par la formation du personnel, par les équipements, pour que tout se déroule bien. Mais n'attendons pas toujours un partenaire pour pouvoir vraiment adopter une solution. C'est à nous, connaissant les besoins de notre clientèle, de rechercher par toutes les voies la solution nécessaire pour nous aider à répondre positivement aux attentes de nos clients. D'accord? À répondre positivement aux attentes de nos clients. Parce qu'un partenaire, il peut toujours, comme on le dit, la subvention, c'est comme un robinet, ça se fermera toujours un jour. Quand il va partir et que vous-même, ce n'est pas vos propres fonds que vous dépensez, donc il n'y a pas un engagement farouche derrière, mais on va revenir encore au point de départ. Donc, nous, on fait déjà notre travail en créant cette plateforme, en demandant à un partenaire de venir soutenir, mais on compte sur l'effort des SFD. Et c'est pourquoi l'intégration n'est pas gratuite. Il faut nécessairement payer un droit d'entrée. Mais ce n'est pas cher. Ce n'est pas vraiment cher, ce droit d'entrée. Donc, bref, la porte vous est ouverte. Vous aurez quelque chose à payer en attendant que ce partenaire vienne pour pouvoir vous permettre d'étendre vos services. Voilà. Merci, M. Dovi. Là, j'ai un commentaire et une question qui tous à l'endroit de M. Gay. Je commence d'abord par le commentaire. C'est un commentaire en tout cas très positif, très encourageant pour une microfinance. Donc, c'est un commentaire d'Éric Bertrand qui dit « Merci pour cette présentation claire de la digitalisation de votre institution, M. Gay. C'est un modèle que devraient suivre toutes les institutions pour une digitalisation efficace et des réponses aux problématiques des clients. » Alors, la question plutôt, elle est de El Hadji Mamadou. Il dit, quels sont les enjeux des microfinances face aux nouveaux, je dirais plutôt, face aux nouveaux concurrents tels que Orange Money, Wave Mobile Money, etc. Ah oui, ça c'est la question qui nous revient toujours. Et justement, beaucoup d'institutions sont en train de penser que Orange nous prend le pain de la bouche. Alors, moi, je ne l'appréhende pas comme cela. Voilà. Moi, je considère que le marché, il est très ouvert. Et à chaque niveau, il y a des acteurs qui ont un rôle à jouer. Tout à fait. Si je donne l'exemple du Sénégal, Orange est pratiquement rentré dans toutes les maisons et à tous les niveaux. Que tout le monde a son truc contre Orange Money. Et dans tous les coins de rue, on peut trouver une boutique, un distributeur Orange Money. Donc, il faut cultiver la complémentarité. Pour de mon point de vue, il faut cultiver la complémentarité entre les différents acteurs. Parce que quoi qu'on dise, on ne peut pas empêcher à Orange Money de faire ce qu'elle a envie de faire tant que la loi le lui permet. Mais on ne peut pas empêcher aussi à une institution de microfinance de faire ce qu'elle a envie de faire tant que la loi lui permet. Donc, c'est dans cet environnement-là qu'il faut chercher les synergies nécessaires pour aller de l'avant. Moi, en tout cas, je ne considère pas ces émetteurs de monnaie électronique comme une menace, même ils envisagent même d'entrer dans le nanocrédit, dans le crédit digital, mais il faut les considérer comme des partenaires, parfois des concurrents. Mais si on est solide, si on est sûr de là où nous voulons aller, si on est sûr, en tout cas, d'avoir accumulé quand même une vingtaine, une trentaine d'années d'expérience, nous connaissons mieux la clientèle que eux, ils connaissent leurs clients. Ça, c'est clair. Et c'est justement cette connaissance de notre clientèle, cette proximité forte que nous avons avec notre clientèle que nous devons valoriser.
Comment valoriser? C'est d'être à l'écoute, d'être bien à l'écoute de cette clientèle pour aller à la rencontre de ses besoins exprimés. Mais aussi, c'est de traiter avec les plus gros égards, avec égard et avec respect et considération cette clientèle. Je crois que c'est Ange qui l'a dit, les principes de protection, ce n'est pas les clients qui nous l'ont imposé, c'est nous-mêmes qui avons décidé de dire, c'est un engagement donc de protéger notre clientèle avec un traitement respectueux et équitable, avec une transparence, etc., etc. Et c'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui, une femme qui est à Kori, qui a eu 50 000, qui a eu 200 000, qui a eu 1 million, qui a eu 10 millions, et à un moment donné, même si Kori lui dit « je ne peux pas aller au-delà de 10 millions », cette femme ne va jamais aller à la banque. Elle va rester par fidélité. Elle va rester parce qu'elle s'est approprié l'instrument que représente Kori Microfinance. Donc, n'ayons pas peur de l'avenir, utilisons nos atouts pour pouvoir faire face à ce qui se présente devant nous. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Parfaitement, monsieur Gay, et je voudrais au passage remercier tous les participants qui ont posé des questions. Malheureusement, nous ne pourrons pas répondre à l'ensemble des questions au risque d'allonger éternellement ce webinaire. Je voudrais juste rappeler aussi à l'attention des participants que nous avons inséré dans le chat box le lien pour l'inscription au prochain sommet Pathway to 17 qui se déroulera du 23 au 24 novembre prochain. Et sur ce, j'aimerais remercier tous les panélistes pour la qualité de leurs interventions. Nous avons beaucoup appris, nous nous sommes vraiment enrichis de vos différentes interventions. Nous avons aujourd'hui une meilleure connaissance des défis que rencontre le secteur de la microfinance et plus particulièrement en ce temps marqué par le contexte de la COVID-19. Et ce que nous pouvons retenir essentiellement, c'est qu'aujourd'hui, le digital n'est pas un choix, ça je le retiens des différentes interventions, le digital n'est pas un choix, c'est une question existentielle. Si vous n'y allez pas, il y a un risque que votre institution ne puisse plus compter dans le secteur. Donc, tout le monde toutes les stratégies aujourd'hui de développement au niveau des institutions de microfinance doivent intégrer le digital comme axe prioritaire de développement. Donc ça, nous l'avons bien retenu de vos différentes interventions. Par rapport à la question de la qualité de portefeuille, c'est vrai que le digital ne répond pas à tout, mais nous retenons quand même que le digital peut apporter quand même de l'information, peut nourrir un certain nombre, peut fournir un certain nombre d'informations qui permettent de pouvoir améliorer les décisions de crédit. Et voilà, je retiens également qu'aujourd'hui, après les opérateurs mobile money, ce sont de grands acteurs sur qui nous pouvons compter justement pour pouvoir améliorer les offres de services financiers. Et aussi, je retiens à travers vos différents développements qu'il y a une certaine ouverture de la Banque centrale, donc de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, pour introduire des innovations réglementaires qui permettent de pouvoir proposer de nouveaux produits, donc booster l'inclusion financière en passant par le canal de l'institution de microfinance. Merci à vous, chers panélistes, pour la richesse de vos interventions. J'aimerais encore rappeler à l'attention maintenant de nos participants qu'il s'agit du tout dernier webinaire organisé par Digital Frontier Institute en 2021. Et nous aurons plaisir à vous retrouver en 2022, au premier trimestre de l'année 2022, pour la suite de nos webinaires. Je rappelle en dernier mot que nous vous retrouverons au mois de novembre, donc les 23 et 24 novembre au cours de notre sommet en ligne Pathway to 17. D'accord? Donc, le lien d'inscription a été partagé avec vous. C'est gratuit. L'inscription est gratuite. Donc, vous pouvez vous inscrire et voilà, nous communiquons largement là-dessus sur nos canaux digitaux Facebook, LinkedIn et YouTube. Sur ce, j'aimerais remercier encore nos panélistes et remercier également tous les participants pour avoir pris le rendez-vous ce matin. Et je vous retrouve dans un mois au cours du sommet Pathway to 17. Merci à vous tous et à très bientôt.